Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Alors je vérifie. Est-ce que vous m'entendez? Alors les amis, bonsoir à tous. Vous n'avez pas affaire à un grand spécialiste des directs sur Facebook. Toujours est-il qu'on va essayer de se parler. Pouvez-vous déjà me garantir en me faisant un petit signal que vous entendez parfaitement bien, s'il vous plaît? Alors, relative aussi à l'image. Résolution. Est-ce que nous avons une bonne qualité d'image, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez très bien? Alors, est-ce que vous m'apercevez en direct, cher monsieur et dame? Ah, d'accord. Le son est bon. Est-ce qu'on peut commencer à se parler? On va laisser se connecter encore quelques personnes. L'important aujourd'hui n'étant pas le nombre de vues qui va être fait. C'est pas du tout le sujet. L'important, c'est de consigner cette communication sur ce support audiovisuel en laissant donc aux gens matière à venir consulter, reconsulter s'il le faut au besoin cette archive-là pour être parfaitement renseigné de choses qui se passent dans notre pays depuis quelque temps. Alors, on va attendre un certain nombre, essayez de partager s'il vous plaît. Partager cette publication s'il vous plaît pour que elle soit protégée parce que je l'imagine bien, elle ne va pas faire l'affaire de tout le monde. Donc on pourra essayer d'être attaqué. Voilà.
veuillez partager ce direct, s'il vous plaît. On soit un certain nombre avant de commencer. Comme je vous le disais, l'important n'étant pas qu'on soit des milliers. L'important pour moi étant que cette vidéo puisse se faire pour servir de support, d'archive à tous ceux qui voudront par la suite venir savoir de quoi il s'agit, de quoi on parle. Ok. Merci Luc qui me rassure sur la qualité du son. On va devoir commencer à se parler. Allez, on va essayer d'être une petite vingtaine. Hein, si nous sommes une petite vingtaine, on lance pour ne pas avoir à se répéter inlassablement parce que malheureusement, il n'y aura pas beaucoup de temps. Il faut aller à l'essentiel. Et puis, ça va être sans doute une première série sur tout un long feuilleton qui mérite d'être connu par les Camerounais parce que voilà, jusque-là, des choses se passent dans notre pays, mais elles ne sont pas totalement assumées. Hein. On est en train de devenir un État mafieux, si on peut dire ça comme ça, sans accuser en particulier notre organisation gouvernementale. C'est pas de ça qu'il s'agit, mais d'indexer directement ces quelques brebis galeuses qui ont pris en otage notre administration publique pour faire des petites affaires entre copains, s'arranger entre eux, au point où aujourd'hui la sûreté du Cameroun est sérieusement menacée. Parce que ceux qui sont censés l'incarner, la défendre, la chérir, eh ben, sont passés du côté des voyous. Voilà. Donc, pour dire les choses très clairement, vous savez, moi, j'ai pas l'habitude de la langue de bois. Donc, on va se parler très très clairement. Alors, on attend d'être une petite vingtaine. Essayez de partager davantage cette communication, s'il vous plaît. Partagez cette publication, s'il vous plaît. Merci, merci mes chers amis. Vous qui êtes déjà là, je pense que ce ne sera pas du temps perdu pour vous. Non que ce soit des révélations spéciales, mais je crois elles auront quelque chose de particulier, c'est que pour une première fois, on indexera directement les responsables sans langue de bois, sans fioriture, parce que dans ce pays, on a beaucoup laissé faire des gens habités par le cancer de la peur, hein, le cancer de la peur, qui a annihilé toute volonté chez nous de dénoncer des pratiques qui ne sont pas très catholiques et qui sont en train de pourrir notre pays, quoi. Voilà. Est-ce qu'on doit accepter que notre pays soit pourri plus qu'il ne l'est déjà? Je pense que non. Heureusement qu'il fera beau bientôt au Cameroun. Heureusement, il fera beau bientôt au Cameroun. Partagez, mes chers amis, ce moment d'échange avec nos compatriotes du Cameroun. S'il vous plaît, partagez ce direct et essayez de le protéger au maximum pour qu'on puisse se parler. Voilà, on est 17. Dès qu'on est 20, eh bien c'est bon pour moi, on peut lancer. Hein? Là, je vois qu'on est 17 là. Et 3 personnes, et puis on commence. Une archive audiovisuelle qui sera là, disponible pour tous, et de telle sorte qu'elle soit consultable autant de fois que cela est possible. Bon, je sais aussi qu'il y a beaucoup de nos amis qui nous regardent
euh, sans forcément se signaler, hein. Ouais, parce que ça ne doit pas plaire à tout le monde, ce qui va se dire tout à l'heure, puisqu'on est dans la culture des cachotteries, et que toutes les fois on parle de mettre au vu, au su de tout le monde, les pratiques coupables que certaines tiennent dans l'ombre, et évidemment ça dérange, hein. Soit on paye quelques-uns de nos frères oisifs pour venir faire les perturbateurs, pour venir insulter, pour décourager les dynamiques, les dénonciations. Soit alors on utilise les moyens technologiques tout simplement voilà, pour que les choses ne se fassent pas. Mais je pense que ce soir tout ira bien. On fera de notre mieux. Alors on est 18, plus que 2 personnes, et puis on commence ce direct. Partagez ce direct s'il vous plaît. Merci. Voilà, on est 18, plus que 2 personnes, et puis nous lançons ce direct. Je sais qu'on est plus que 18, hein. On en a qui nous regardent, comme on dit, en sous-marin, sans forcément venir cliquer sur la page. Nous connaissons ces bonnes petites pratiques, mais qu'à cela ne tienne. Comme je vous l'ai dit, l'important n'est pas le nombre qu'on sera ce soir. L'important, c'est la vidéo qui doit rester comme archive et que chaque Camerounais pourra prendre le temps de consulter souvent quand il est confronté à certaines difficultés, parce que malheureusement, l'histoire se répétera. Voilà, on est 20. On peut commencer. Faites-moi juste un petit signal, hein, un petit pouce, je sais pas moi. Et puis voilà, 2 ou 3 personnes me font un petit pouce pour me dire que tout va bien, et puis nous lançons le direct, puisqu'on est, on est 20 déjà. Allez-y les amis, 2 ou 3 personnes, un petit pouce. Vous me dites, ah voilà, 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 voilà. C'est bien, c'est bien. Alors, bonsoir à vous, chers amis. Je suis heureux d'être au rendez-vous avec vous ce soir. J'ai pris ce rendez-vous volontairement parce que je pensais qu'il y avait des choses graves dans l'histoire de notre pays et ces choses méritaient d'être sues par l'ensemble des Camerounais parce que nous sommes à une période charnière de l'histoire de notre pays et que nous voyons détruit tous les jours avec la complicité passive ou tacite de l'ensemble des citoyens, pour certains qui ont la possibilité de dénoncer, qui ne le font pas, pour d'autres qui sont des acteurs un peu involontaires des choses qui se passent. Avant de commencer mon propos, j'ai envie de dire un grand merci. Vraiment, je veux rendre un hommage très appuyé à certains de nos compatriotes qui ont fait le choix, hein, qui sont en responsabilité, qui ont fait le choix de rester des patriotes, de ne pas céder à cette vague, ce courant-là, très à la mode chez nous, qui veut que dès qu'on a un poste de responsabilité, eh ben, on devient voyou. On privatise les services publics à des fins mafieuses. Et j'ai découvert à travers ce que j'ai vécu au Cameroun, moi, le mois de juin au mois d'août 2023 dernier, j'ai découvert qu'il restait encore dans notre pays des gens, hein, des forces silencieuses, tapis dans l'ombre, pas très visibles, mais très efficaces, et qui peuvent de temps en temps se manifester quand il y a une énième injustice qui veut se produire pour protéger leurs concitoyens. Donc je veux rendre un hommage très appuyé ici à ces gens à qui je dois la vie, parce que quand la décision de m'assassiner a été prise par M. Ferdinand Ngongo, secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, avec un aéropage de complices, bien entendu, hein, c'est un rituel maintenant. On instrumentalise la force publique. Là, en l'occurrence, c'était la gendarmerie, le secrétaire d'État à la Défense du Cameroun, qui a mobilisé, je ne sais jusqu'à quel niveau de responsabilité. Parce que je le redis une fois de plus, je n'ai pas un problème avec l'État ni avec le gouvernement camerounais. J'ai un problème avec quelques-uns de nos concitoyens qui se sont retrouvés en responsabilité
et qui ont décidé de privatiser leurs fonctions à des fins mafieuses. Donc qu'on s'entende très bien. Je n'ai pas ce soir une diatribe contre l'État ou le gouvernement camerounais. J'ai une diatribe contre certains individus que je connais très bien pour avoir vu beaucoup d'entre eux commencer sous mes yeux, alors que moi j'étais déjà très inséré à un certain niveau dans le processus décisionnel de notre pays. Donc, une fois que cet hommage rendu, donc à nos frères camerounais qui se sont mobilisés à l'époque, hein, les responsables de grands services de sécurité de la haute administration qui ont dit non, la pieuvre veut ta tête, Palmer, on ne va pas les laisser faire cette fois-ci. On a déjà une Martinez, on ne va pas avoir un deuxième cas. Et donc, se sont organisés pour me protéger, pour me donner les moyens de me défendre. Et puis, ils ont permis que je puisse vous parler ce soir. Donc, vraiment, un très grand merci, chers frères et sœurs, qui avaient su me protéger au moment où j'en avais besoin, alors qu'on ne se connaissait pas forcément. Et pour la majorité, hein, c'est parfois des anonymes qui ont été actionnés, je ne sais par quelle force, pour voler à mon secours. Une fois que cet hommage est rendu, je vais rentrer dans le cœur de l'histoire. J'arrive au Cameroun en avril 2022. Je suis là pour des activités de consultant, parce que j'ai un cabinet de consultants. Et ce cabinet travaille notamment pour un groupe pétrolier. Et donc, lors de ce passage, je fais la connaissance d'Émile Parfait-Simb. Je ne le connaissais pas du tout. J'en avais entendu vaguement parler. Il m'est présenté par Madame Cathy Ken, que j'ai rencontrée fortuitement dans le cadre d'un projet de télévision qu'elle était en train de mettre en place. Donc, je lui ai fait profiter de quelques conseils. Et elle a vite fait de m'identifier comme quelqu'un qui pouvait apporter beaucoup à son patron, donc Émile Parfait-Simb, qui à l'époque essayait de tâter dans l'industrie. Et quand je parle de l'industrie, c'est l'industrie des diamants, de l'or, voilà, tout ce qui est extraction minière. Quand je l'ai rencontré, il m'a dit que le président Touadéra de la Centrafrique venait de lui signer quelques concessions minières de diamants et d'or en Centrafrique et qu'il était coincé parce qu'il ne pouvait pas lancer ses exploitations seul. Il avait besoin de partenaires en Europe, mais il n'était jamais venu en Europe. Toutes les fois qu'il a demandé des visas pour Schengen, on ne lui a jamais accordé de visa. Bon, je vous avoue que de prime abord, il était très charmeur, Émile Parfait-Simb. Il m'a donné tout de suite du grand frère, vraiment, aide-moi, et tout, j'ai envie de m'en sortir, et tout. Bon, je lui ai dit, ok, et refile-moi les dossiers, il m'a donné les dossiers. Je suis remonté à Paris, et j'ai approché un cabinet, l'Ocean Partners, un cabinet franco-russe, avec lequel je collaborais, pour leur soumettre cette demande. Donc, de trouver des entreprises européennes ou russes pouvant s'intéresser à ce projet d'exploration, exploitation de champs de mines en Centrafrique. Ils ont fait ce que font tous les grands cabinets, c'est-à-dire qu'ils ne se jettent jamais à collaborer avec des gens sans savoir qui ils sont. Ils ont fait ce qu'on appelle un due diligence, une enquête qui leur a révélé que, ils m'ont appelé quelques jours après, mais qu'est-ce que tu nous as amené? Mais c'est un bandit ce gars. Là, tu nous as amené un escroc, il est dans une histoire de crypto-monnaie, une arnaque. Je leur ai dit, à vrai dire, je ne le connais pas vraiment. Il m'a été présenté par une dame, mais laissez-moi repartir vers lui. Donc quand je vais voir Simb, enfin quand j'appelle Simb pour lui faire le compte rendu de cette enquête qui a été menée sur lui, il me dit tout de suite, non, c'est de la jalousie, il y a le MEDEF local, donc le patronat camerounais, qui est contre moi parce qu'ils sont jaloux de voir un jeune qui essaie de se battre. Il y a le lobby bancaire aussi qui m'en veut, ils m'ont fermé les comptes, je n'ai jamais escroqué personne. Mais il y a surtout des officines travaillant pour le compte du franc CFA qui voient d'un très mauvais œil l'idée que moi, Simb, Émile Parfait, que j'ai une alternative au franc CFA. Voilà ce qu'il me dit. Donc je fais ce retour aux partenaires russes. Et ces derniers me disent, malheureusement, on ne peut pas coller l'image de multinationales russes aux côtés d'un type comme ça. Donc il faut au minimum qu'il ait un engagement, donc il s'engage
à l'idée que pour qu'on travaille avec lui, s'il faut exploiter ces champs de mines, eh ben, on va mettre une ligne comptable dans les bénéfices qui vont être affectés au remboursement de toutes ces victimes présumées de l'IEP Limal. S'il n'a pas fait de complications, il a accepté. Voilà comment la collaboration a commencé. C'est sur l'extraction minière en Centrafrique. Et donc, il m'a invité au Ghana pour voir ces immobilisations, plus d'une centaine de villas, des villas à 700 000 $ la pièce, hein. C'est-à-dire c'est des trucs costauds, plus d'une centaine, des quartiers entiers quasiment. Et au moment où on devait se quitter au Ghana, il me fait la proposition, il me dit, bon, vraiment, comme tu es aussi un spécialiste des médias, j'ai ma chaîne là, j'avais une grande ambition pour elle, mais je ne suis pas satisfait de ceux qui la dirigent en ce moment. Notamment, j'ai envie de me séparer de Madame Katiken, qui est la directrice générale de cette chaîne. Et donc, j'ai besoin que tu me trouves un DG et que tu m'aides à structurer ce projet. Nous avons convenu, nous sommes en avril, que je viendrai au Cameroun au mois de mai. Au moment où je viens avec les partenaires russes, je vais rester 2 mois, de mai à juillet, pour structurer ce projet. Donc former le centre de management, recruter la ressource humaine internationale, définir une ligne éditoriale, la grille des programmes, les habillages d'antenne, bref, lui donner une chaîne de télé clé à main en 2 mois. Donc je suis arrivé au Cameroun en mai, et puis on a commencé ce travail. Les contacts s'est bien passé avec les Russes et tout, donc tout de suite ils ont pensé l'inviter au sommet de Vladivostok qui avait lieu en Russie quelques mois plus tard. Donc je reste au Cameroun de mai, je dois partir en juillet. Et puis en plein mois de juin, patatras, Émile Parfait Sim est arrêté pour l'histoire de crypto-monnaie, que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Et je ne sais pas comment il s'est dépatouillé, mais je sais qu'il y a eu beaucoup d'argent qui ont été sortis. Il se fait libérer par sa bande de copains, je le découvrirai plus tard. Et puis il m'envoie un message. J'ai tout ce que je vous dis à des preuves, hein. J'ai soit des audios, soit des écrits. Donc tout ce que je vous dis est prouvé. Et donc, il m'appelle, oui, je suis dans l'avion, je suis en train de partir, j'ai eu des problèmes, je quitte le Cameroun. S'il te plaît, on avait convenu que tu dois partir en juillet. Est-ce que tu ne peux pas attendre un peu plus? Parce que je n'ai personne de confiance sous la main à qui je peux rester confié ce projet. Étant dans les difficultés, c'est un jeune frère, j'ai pas fait de problème, je lui ai dit ok, il n'y a pas de problème, on fait ça comme ça. Et je t'envoie le budget, je vais parler de 815 000 €, fonds d'amorçage, hein, pas le budget global, la télé ça coûte super cher, donc ça c'est de la plaisanterie là. Donc en fonds d'amorçage, je lui ai parlé de 815 000 €, il m'a dit non, je te l'envoie dès que j'arrive. Sauf qu'à partir de ce moment, ça a été rendez-vous sur rendez-vous. Oh, la semaine prochaine, la fin du mois. Et puis, je ne voyais rien venir. Et je me suis retrouvé facilement jusqu'au mois de décembre 2023 au Cameroun. Et donc, j'allais à Moscou tourner des émissions par rapport au contexte de la guerre là-bas. Et je le rencontre à Moscou, je lui dis, ben, on s'était entendu pour quelque temps, mais là j'ai déjà trop duré, il faut que je rentre retrouver ma famille. Je ne peux pas continuer à rester là-bas comme ça, surtout que tu n'as pas l'air décidé d'avancer. Sauf que moi, entre-temps, je suis dans un piège. Il m'a fait mobiliser des gens, j'ai déplacé des journalistes de l'étranger qui sont venus d'autres villes du Cameroun, et ils ne peuvent pas rester là. Donc j'ai commencé à sortir l'argent. Toutes les fins de mois, je faisais venir l'argent de Paris pour développer le projet, en tout cas à la phase où j'en étais. Donc il me dit ce jour-là à Moscou, non, vraiment, s'il te plaît, je suis désemparé, si tu t'en vas, le truc va tomber à l'eau, tout le travail que tu as déjà abattu, vas-y, donne-moi juste quelques semaines, je vais vendre 2 maisons et puis je t'envoie ce budget. J'ai dit, ok. Et il n'a jamais envoyé ce budget. Quelque temps après, le satellite a été coupé, satellite, soit dit en passant, que j'avais payé, parce qu'il avait promis d'envoyer de l'argent 2 semaines après et qu'il n'a jamais envoyé. Et je vous la fais vraiment court, hein. Donc entre-temps, il y a plus de 40 employés qui sont complètement à ma charge. Il lui arrivait de temps en temps
d'envoyer 500 000 ou 1 million, qui était de la gnognotte. Parce que pour que vous compreniez très bien, ce projet avait besoin de 40 000 euros de charges mensuelles entre les productions, les charges du personnel et tout. On était à 40 000. Donc, quand il envoie 1 million, ça fait 1 500 euros, c'est que dalle. Donc, j'ai porté vraiment tout le reste à bout de bras. Les employés qui sont là, s'ils nous suivent, ils pourront laisser des petits commentaires pour dire si je mens ou si ce que je dis est vrai. Donc, on se retrouve en mars, à nouveau, à Moscou. Et puis là-bas, je commence à ne plus croire parce que je découvre un être qui n'a pas le sens de la parole donnée. Mais jusque-là, c'est un petit. C'est mon petit, il m'a tendu la main. Bon, il est peut-être en difficulté, donc je suis resté tranquille. Mais le satellite a été coupé. On se retrouve là jusqu'au mois de juin. Et un jour du mois de juin, là je vous ai fait ça vraiment court, on était le 20 juin 2023. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Je descends à la télé et je trouve que les militaires ont fermé la chaîne de télé et ils demandent au personnel qui était dedans de sortir. Ils m'empêchent, moi, d'entrer. Et bizarrement, juste pour que vous compreniez, cet immeuble a toujours été gardé par des militaires. Sauf que bizarrement, depuis un an que j'étais là, c'était les mêmes équipes que je voyais tout le temps, qui changeaient. Et là, ce jour, quand je suis venu, j'ai trouvé des gens que je ne connaissais pas. C'était des militaires toujours, mais jamais vus en un an. Donc je leur dis, mais pourquoi vous le faites ça? Ils me disent, non, mais c'est M. Sim qui a demandé de le faire. Est-ce qu'il vous a pas appelé? Je lui dis, non, il m'a jamais appelé. Effectivement, il m'avait jamais appelé. Donc je leur dis, c'est qui votre responsable? Il m'indique leur responsable, un colonel, que je vais voir. Et il me dit, ah, c'est vous, M. Palmer? Je lui dis, oui. Il me dit, ah, ben, écoutez, j'ai des informations très graves sur vous. Il paraît que vous êtes un agent, un espion français infiltré au Cameroun pour déstabiliser le pays à quelques temps de la présidentielle. J'ai failli tomber parce que je suis pas habitué à ce type de choses, quoi. Ouais, vous voyez, moi j'ai 30 ans de vie publique, pas de bavure, casier judiciaire vierge, je connais pas les choses fausses et tordues. Je lui dis, qui vous a dit ça? Il me dit, non, c'est Sim qui me l'a dit. D'ailleurs, là, je préfère vous dire que nous l'avons pris très au sérieux et tout. Donc, quand il me le dit, je prends congé de lui et j'appelle un copain à Yaoundé qui est aussi haut gradé dans l'armée en général. Et je lui explique la situation. Voilà ce qui vient de m'arriver, je ne comprends rien. Il me dit, allez, bouge pas. Je vais appeler mon frère d'armes qui est aussi général à Douala et il va te recevoir et vous allez gérer ça. Effectivement, quelques temps après, je reçois un appel, un général qui me dit, ah, monsieur Palmer, c'est vous? Bon, voilà, on m'a demandé de vous appeler. Si j'étais en train de quitter le bureau, mais si vous n'êtes pas loin, je peux vous attendre. Donc, moi, je suis à Bonapriso, je vais rapidement à Bonandio, je retrouve ce général qui me reçoit avec le colonel en question. Et il dit au colonel, bon voilà, c'est un ami de X, qui est mon frère d'armes général, je ne pense pas que l'information soit, ce qu'on vous a donné soit avéré, mon colonel, donc essayez de me régler ça. Je sors donc du bureau du général avec ce colonel, et puis le colonel, il s'exclame, il me dit, oh, la jeunesse camerounaise. Pourquoi, si ton frère veut fermer la télé, pourquoi il ne t'a pas appelé pour te dire je veux fermer la télé et puis vous entendez? Pourquoi fait-il ça? Et c'est comme ça que je découvre tout un tas d'histoires. Et il me traite d'espion, les services secrets russes lui auraient dit, soit dit en passant, les Russes que moi je lui ai présentés, lui auraient dit que je suis un espion français, que je suis pédophile, que je suis homosexuel, que je suis un violeur. Mais je vous dis, si je vous montre ce truc-là, j'avais l'impression qu'on parlait de quelqu'un d'autre. Ben, c'était bel et bien moi. Alors je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi si Sim ne veut même pas tenir à ses engagements? Pour moi, c'est un mec qui est à la ramasse. Allez, je ne vais pas lui tenir rigueur. S'il ne peut pas me payer pour tout ce temps, c'est pas grave. Son jeune frère, j'ai pas attendu après lui pour vivre. Je pourrais faire d'autres affaires. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tout de suite ce truc-là de destruction, de volonté de destruction. Alors, je le comprendrai plus tard. Parce que je suis tellement choqué que j'appelle un autre ami qui est aussi, ou un frère plutôt, qui est dans la haute hiérarchie militaire, administration militaire, si vous voulez ça. Je lui pose le problème, donc il faut porter plainte.
non, on ne peut pas intervenir s'il n'y a pas de plainte. Donc le lendemain matin, 21 juin, je vais déposer une plainte à la Légion de gendarmerie du littoral. Et je m'en vais. Et puis très tôt dans le matin, je dors, la nuit, très tôt le matin, je reçois un coup de fil. Grand frère, vraiment, excuse-moi de te déranger à cette heure-ci. Tu as déposé une plainte contre Émile Simbière. Je dis oui. Il me dit, ah, vraiment, ne va plus là-bas parce que il se vante qu'il a déjà ta plainte. Il a reçu sur WhatsApp et tout. Je dis, ah bon? Il me dit oui. Il me dit, le colonel Pierre Bikele, qui est collégion de cette gendarmerie, est un ami de Simb et donc ils se sont empressés de lui envoyer ta plainte. Donc moi, et je sais que c'est son ami parce que voilà, il me donne des éléments. Je protège bien entendu cette personne, comme tous les autres. Hein, je ne veux mettre personne en danger. C'est mon affaire personnelle avec ces gens. Donc n'y va plus. Je te déconseille d'aller là-bas et tout parce que tu seras en terrain ennemi. Toujours est-il que j'attends. Donc du 21 juin où la plainte a été déposée jusqu'au, je crois, le 3-4 juillet par là, pas de réaction de la gendarmerie. Et puis, je relance la personne qui m'avait demandé d'aller déposer cette plainte. Et elle me dit non, va le voir. On était un jeudi, c'était un jour férié. Il y avait fête du mouton ou quelque chose comme ça. Va le voir. Les instructions sont données pour que quand lui va venir, puisque c'est un jour férié, qu'on me prévienne. Et donc, je vais à son bureau, je le rencontre. Et je tombe sur un mec super arrogant. Il est colonel. Donc, super arrogant. Qui m'interroge à charge, c'est moi qui ai porté plainte, mais il me pose des questions du genre, oui, mais ouais, ben, qu'est-ce qui prouve qu'il vous doit de l'argent, c'est pas n'importe quoi votre affaire. Entre-temps, j'avais soufflé à des amis quand on m'a dit le procédé de ma plainte qui se retrouve chez la personne que j'accuse et tout. J'en ai parlé à quelques-uns de mes amis qui ont eu tout de suite une réaction indignée. Il y en a un qui a fait un article de presse. Donc ce jour-là, ce colonel me dit, ouais, d'ailleurs, vous avez fait écrire des trucs dans la presse et tout, je vais faire arrêter ce journaliste-là et tout. Bon, j'ai rigolé un tout petit peu. Vous voyez, ces petites gens que le vieux nous a fabriqués au Cameroun, qui dès qu'ils se retrouvent assis sur un petit strapontin, euh, estiment qu'ils sont plus importants que l'État pour lequel ils travaillent. Donc voilà, je vais l'arrêter. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a dit des choses telles qu'elles sont ou pas? Vous avez arrêté. Bon, moi j'ai un peu rigolé parce que je voyais quelqu'un, c'est un peu dans le profil des gens qu'on connaît, toujours en train de se raconter. Ils ne savent pas à qui ils parlent et tout, mais voilà, ils roulent des mécaniques. Donc je suis sorti du bureau de ce type et le lendemain, il a demandé qu'il y ait une audition du personnel. Ils ont auditionné plus de 25 employés. Le capitaine Kao Barla, c'est lui qui s'est occupé, c'est le chef des enquêtes à la collégion de Douala. Sauf que de Yaoundé, on m'a dit, bon, ne va plus dans cet endroit, c'est pas des gens bien, il est lié à l'affaire. Donc, on m'a demandé de déposer une plainte au niveau du procureur. Chose que j'ai faite. L'affaire a été aussitôt dépaysée au niveau de la PJ. Et puis, j'ai assisté à toutes les auditions à la PJ. Et entre-temps, chemin faisant, ça fuitait, ça arrivait en France, Mediapart s'est intéressé à l'affaire, et puis ils ont fait un article. Et c'est là que je découvre, en réalité, à qui j'ai affaire. Je me dis, mais c'est qui ce petit, donc le petit Simb, qui hier pleurnichait, ouais, grand frère, aide-moi, protège-moi, même des gens de Yaoundé, dis-leur que je suis ton petit, mais c'est lui qui parvient déjà à mobiliser dans l'état du Cameroun que nous on connaît, parce qu'on y travaille depuis des années. C'est lui qui parvient à mobiliser des colonels qui prennent sur eux d'envoyer des plaintes qui sont déposées. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'il y a même derrière? Donc, en grattant le vernis, je suis assis un jour, je suis convoqué à la PJ de Douala, donc pour l'audition. Et c'est ce jour qu'est planifié mon enlèvement et puis mon assassinat. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que Mediapart a sorti cette affaire. Et puis, en bon fouineur, ils ont fait tout de suite un lien avec l'histoire liée Plimal. Comment ce type est sorti du Cameroun alors qu'il avait 300 000 familles qu'il avait endeuillées, sans que rien n'arrive, et puis personne n'en parle, même les influenceurs, tout le monde a été arrosé, hein, et puis personne ne parle. Donc, essayez d'envoyer un truc qui concerne l'IEP-Limal, vous verrez qu'ils ne sont pas nombreux à relayer. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc, on se rend compte
par cette enquête qu'en réalité, il y a un gros réseau de blanchiment d'argent qu'il y a eu autour de l'histoire de l'IEP Limal. Donc, il y a l'IEP Limal, c'est deux phases. La phase où il y a de l'escroquerie organisée hein, sur les 300 000 familles, et puis il y a l'autre phase que c'est la plus grosse machine à laver de l'argent sale que notre pays n'a jamais connu. Donc, en réalité, Émile Parfessim n'est qu'un petit maillon en fait d'une grosse organisation qui a été mise sur pied. Mais ça ne s'arrête pas là. Pourquoi cette organisation a thésaurisé autant d'argent? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est quoi leur projet? Et tout ça, c'est le truc intéressant que vous allez voir derrière. Mais revenons sur Global TV. Donc la chaîne est fermée. Je ne suis pas un irresponsable. Il y a des gens que j'ai passé un an à dire, voilà, restez là, on va se battre, le truc va s'en sortir. Donc du jour au lendemain, plus de 40 familles se retrouvent à la rue. On a beau parler à gauche, à droite, ça n'émeut personne. Je suis obligé de prendre le taureau par les cornes, aller avec eux. Ils peuvent le dire, hein, si je dis des histoires, si ceux qui regardent peuvent confirmer ou dire que je mens. Il faut aller avec eux à l'inspection du travail. Ils n'ont pas d'argent, c'est normal. Ils n'ont pas été payés pendant 9 mois. Ils ont 9 mois d'arrêt de salaire. Il faut bien quelqu'un qui prenne en charge les frais de justice et compagnie. Donc on monte, on descend ensemble et tout, solidaire. Et moi-même, j'ai mon propre problème, qui est que non seulement je ne suis plus entré dans cette télé, mais même l'appartement dans lequel j'habitais là-bas, je n'ai plus jamais eu accès. À l'heure où je vous parle, mes affaires sont toujours là-bas, y compris des trucs très stratégiques qui concernent même en plus cette armée du Cameroun. Je reviendrai dessus. Et donc, la télé, pourquoi la télé ferme comme ça subitement? On investigue, on investigue. En réalité, voilà ce qui s'est passé. Les affaires du Cameroun, il faut bien les entendre. Émile Parfessim est en train de négocier son retour au Cameroun. Donc ses parrains, c'est qui? C'est Ferdinand Ngongor, hein. Toute la clique là, Ayem Manger, Ferdinand Ngongor, il y en a beaucoup d'autres. Et donc, ces derniers lui disent, mais ta chaîne de télé, il y a un truc qui nous dérange. Le type que tu as mis là-bas, comme qui la dirige aujourd'hui, c'est quelqu'un que nous ne maîtrisons pas. Et puis il est introduit auprès des Russes, notamment et tout. Nous, on a une élection qui vient, on n'a pas besoin des gens qu'on ne contrôle pas. Donc, tu vas nous fermer ta chaîne, ça c'est l'une des premières conditions. Et puis, après avoir fermé ta chaîne, ce gars-là, il faut que tu nous l'offres sur un plateau d'argent. D'où, aussitôt, la chaîne fermée, dès le lendemain, une telle campagne de sabotage commençait dans les réseaux sociaux. Ils inventaient même des faux profils de nanas prétendant que je les aurais violées. Il faut faire très attention avec ce qui se dit au Cameroun. Des faux profils. Eux-mêmes, Simb, il a la CEMAC Info, Russe Afrique Info, La Voix du Quat, le journal Le Grand Bassa. Tout ça, c'est son petit empire médiatique qu'il a construit. Une radio à Yaoundé, je ne vais pas la citer, c'est des frères, j'ai rien contre eux. C'est son petit empire médiatique qu'il a construit, lui seul il sait. Donc le deal, c'est tu nous fermes cette télé, tu nous donnes la peau de ce bonhomme-là, ce Morgan Palmer. Comme on ne salit que ce qui est propre, comme il est propre, on va lui mettre la crasse sur le dos, on invente des histoires. Et donc c'est ce qui s'est passé. Je découvre au lendemain de la fermeture, mais des attaques, mais d'une rare violence. S'il me traite de tous les noms, quelqu'un avec qui je n'ai jamais eu même un simple éclat de voix, je suis étonné. Quelqu'un dont j'ai participé à enterrer la mère parce que bloqué hors du Cameroun, il ne pouvait pas venir, comment se retrouve-t-il du jour au lendemain à m'insulter? Dès que j'ai vu ça, j'ai tout de suite compris que ce n'est pas le bonhomme qui agissait, il n'était qu'une petite marionnette qui était utilisée par les gens. Maintenant, il faut le prouver. Et la preuve, ça n'a pas tardé à la voir. Donc, c'est pour que vous compreniez l'épisode de la télé. Pourquoi la télé a fermé? La télé a fermé parce que nous avons des gens qui ont des visées sur le pouvoir. Ça, c'est pas un crime. Tout le monde a le droit d'avoir des aspirations. Bon, mais maintenant, c'est les moyens utilisés qui peuvent poser problème. Parce que ça veut dire quoi? Préparait-il un coup d'État et donc il ne faut pas de voix dissonante? Je reviens maintenant sur la question de mon assassinat. Nous sommes le 8 août 2023. Ce jour, je suis à la PJ où je réponds à une audition suite à la plainte que moi j'ai portée contre Émile Parfessim. Au moment où je sors, il y a quelqu'un qui me fait signe, il me dit « Grand frère, viens ». Il y a des gendarmes bizarres là. Il était presque 22 heures de la nuit. Hein. L'audition avait duré autant parce que
il y avait un phénomène de coupeur de route et ça fait qu'il y a une mobilisation de toutes les forces de l'ordre de Douala sur l'axe Yaoundé-Douala. Donc du coup, ceux qui s'occupaient de nos enquêtes n'ont pas pu arriver tôt. On a fini l'audition vers 22 heures. Et donc il y a une voiture de gendarmerie avec des gendarmes qui sont rentrés dans la PJ. Soi-disant, ils ont un mandat, un avis de recherche sur moi, donc ils doivent m'arrêter. Bon, mais écoutez, on a quand même fait un tout petit peu de droit. Un avis de recherche, c'est parce qu'il y a une plainte, il y a eu des convocations, une, deux, trois, auxquelles on ne déroge pas, et donc après, on émet un avis de recherche. Mais quel est cet avis de recherche? On m'a porté plainte quand? euh, Quand est-ce que j'ai été convoqué? Je ne me suis pas présenté pour l'avis de recherche. Et c'est donc là qu'un policier me souffle, nous on est fatigué, on ne veut plus notre affaire Martinez dans ce pays. Donc, heureusement, et là je tiens à tirer un coup de chapeau à la police judiciaire de Douala. Si aujourd'hui je suis en vie, je leur dois cette vie. Ils ont été républicains, ils ont trouvé que c'était louche. D'abord, pourquoi il y a une opération comme ça, leur patron, le directeur de la PJ, n'est pas prévenu? Parce que normalement, si c'est un truc qui est légal, dans les règles de l'art, le patron de qui les envoie doit appeler celui de la PJ pour dire il y a quelqu'un avec vous qui nous intéresse. Mais rien de ça n'est fait. Alors l'opération vient du CED avec la complicité du fameux colonel Pierre Bikele, avec la complicité du lieutenant-colonel Mbiale Dieudonné, et avec la complicité du colonel Mesma Ilundu, qui est numéro 2 des services secrets camerounais aujourd'hui. Voilà le tableau pour que vous compreniez très très bien. Donc je sors de ce commissariat protégé, et puis on me demande de venir à Yaoundé. J'arrive à Yaoundé. Vous permettrez que je dise on, parce qu'il y a des gens qui jouent ce rôle dont je vous parle, très important. Des gardiens du temple qui refusent de goûter à ce truc de malhonnêteté et de mafia qui est en train de gangréner notre pays. Donc il faut protéger ces gens. De toutes les façons, c'est des grandes personnes qui savent se protéger. Et si elles ne pouvaient pas se protéger, elles ne pouvaient pas se protéger elles-mêmes, elles ne m'auraient pas aidé. Il faut venir à Yaoundé, et j'arrive à Yaoundé, et tout de suite, je suis armé, parce qu'on me dit clairement, c'est la pieuvre qui est là après toi. C'est qui la pieuvre? Pour que les Camerounais comprennent bien. Alors la pieuvre, c'est des gens dans notre État camerounais qui sont organisés, donc le Ferdinand Ngongo dont je vous parle. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi je parle de lui avec beaucoup d'aisance. Ce Ferdinand Ngongo, et puis qui a instrumentalisé une partie d'éléments de la gendarmerie du Cameroun, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que c'est un corps mafieux. Si vous avez affaire à la gendarmerie au Cameroun aujourd'hui, je ne dis pas que tous les gendarmes sont des ripoux, non, je ne dirai jamais ça, mais je vous dis que beaucoup d'opérations mafieuses sont montées aujourd'hui à partir de ce corps d'armée. Et pourquoi? Parce que même la personne, au départ, qui a été bienveillante vis-à-vis de moi et qui occupe un certain rang quand même dans cette administration, au bout d'un moment, elle ne semblait plus très pressée de répondre aux différentes alertes que je lançais. Donc j'ai compris que ça venait de quelque chose qui était supérieur. Et qu'est-ce qui peut être supérieur? Nous savons comment s'organiser chez nous. L'organisation de l'État du Cameroun, je ne sais pas si on est très nombreux à la maîtriser. J'ai 30 ans de vie publique au Cameroun. J'ai commencé, j'avais moins de 20 ans quand j'ai commencé à entrer dans ce palais de l'unité, à ressortir et tout. J'ai vu des carrières se construire. Je vous parlais tout à l'heure de Ferdinand Ngongo. Je tiens à dire que quand je suis arrivé au Cameroun, je n'avais rien contre lui. Moi, je suis venu faire du business, je suis un homme d'affaires. Si l'argent que Sim le doit avait été payé, les employés avaient été payés, j'avais été payé, je serais reparti, personne n'aurait jamais entendu ma voix. La preuve, en 30 ans de vie publique, c'est la première fois que je m'exprimerai sur des offs. Par contre, Dieu seul sait. C'est ma mère qui dit souvent que c'est comme si on a posé une pierre tombale sur mes affaires, parce que je ne parle pas. Mais je pense que notre responsabilité aujourd'hui, nous qui aimons encore le Cameroun, c'est qu'il ne faut pas laisser passer certaines choses. Surtout quand des petites gens, qui ne doivent leur notoriété subite qu'au fait du prince, parce que le vieux, un peu laxiste sur la fin de sa carrière politique, a décidé d'élever n'importe qui. Et puis ce n'importe qui se donne des certaines allures, fières allures, et puis pense que le Cameroun est à leur service. Ils ne savent pas que c'est eux qui sont au service du Cameroun.
Donc, je redis l'affaire. La décision de m'assassiner est partie de Ferdinand Ngongo, qui a instrumentalisé la gendarmerie camerounaise, notamment les lieutenants-colonels Bialo, signataires d'un faux avis de recherche. Vous allez voir sur Internet, il a signé un avis de recherche sur moi le 9 juin. Or, c'est le 20 juin que la télé a fermé. Donc, il n'y avait pas de problème. Donc, comment 11 jours avant qu'il y ait un problème, il y avait déjà un avis de recherche. Sur quoi? Alors que j'habitais là, il n'y avait pas de problème. Comme on dit qu'il n'y a pas de crime parfait, eh bien, voilà, vous avez des éléments. Donc, ce lieutenant-colonel Bialo, le colonel Pierre Bikele de Douala, et puis le colonel Mesmin Elounou, qui est l'ami de Simba. Parfait. Parce que tous ces gens-là, j'ai essayé de les approcher en me disant, bon, peut-être qu'ils ont été trompés, c'est des gens qui sont de bonne foi, surtout que Mesmin Elundou, je l'ai rencontré en 2018 dans le cadre d'une affaire d'État que nous traitions. Donc j'ai tombé un peu des nues de voir que son nom se balade dans la bouche de Sim et tout, il est son faire-valoir. Je ne comprenais pas en fait ce truc-là. Donc j'ai quand même essayé de les approcher et je me suis rendu compte que non, attention, c'est des amitiés solides, il n'y a rien à faire. En réalité, c'est des pourris. Voilà. Donc ces gens-là, ils ont ourdi mon enlèvement puis mon assassinat, mais ça n'a pas marché. Donc je me retrouve à Yaoundé et puis je suis aidé par les gardiens du temple qui me disent non, on ne va pas te laisser tomber. Et pour vous dire, ce complot-là, le jour où mon assassinat est prévu au Cameroun, il y a un seul journaliste camerounais qui s'est intéressé à l'affaire de Global. Parce qu'il y a eu un appel qui a été lancé par des confrères. On nous a fermé notre boulot du jour au lendemain. Et puis personne ne parle de nous payer nos droits. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un journaliste qui a quitté Yaoundé, Paul Désibia. Il est venu enquêter sur cette affaire à Douala. Il a rendu compte fidèlement. Je tiens à lui rendre un hommage ici pour son courage. Parce que les coups de pression, les gens qui appelaient pour dire ouais, mais ces gens-là, tu ne te mêles pas de ça et tout. J'ai été parfois témoin de certains appels à ses côtés. Mais il a volé au secours de confrères qui étaient en difficulté. Sauf que le jour où mon assassinat était programmé, lui-même était convoqué ce même jour-là au 7. C'est-à-dire, bon, le seul gars qui parle de ça, c'est lui, donc on va l'isoler. On le fait venir au 7 le 8 août. Le même 8 août, on enlève l'autre gars, donc il n'y aura personne pour parler. Oui. Et convoqué par qui? Par le même qui a fabriqué le faux avis de recherche, le lieutenant-colonel Bialo Dieudonné, qui a fabriqué le faux avis de recherche. C'est le même qui convoque Paul Désibia pour une affaire de diffamation. Il aurait diffamé Émile Parfait-Sim. Ah d'accord. Donc vous êtes en contact avec quelqu'un qui est recherché par la République, qui a spolié 300 000. Mais pour être en contact, j'ai des preuves matérielles. Ceux qui le veulent pourront me contacter inbox et puis je produirai tous les éléments qui sont à ma disposition. J'ai des preuves matérielles que ils sont copains comme cochons. Il y a tellement d'histoires, mais un seul direct ne suffira pas, il faudra en faire plusieurs. Donc, il y a une autre affaire dans cette histoire. Pendant que c'est en train de chauffer, parce qu'il se rend compte, Émile Parfait-Sim, que malgré les assurances qu'on lui a données en haut lieu, allez, on va le briser, c'est nous qui avons l'appareil répressif, donc t'en fais pas, il se rend quand même compte qu'il y a de la résistance. Et puis un jour, il commet une erreur, il sort, oui, on va balancer les vidéos intimes du personnel, ceux qui veulent faire de la résistance. Et puis, ça ouvre un autre chapitre. Émile Parfait-Sim a installé 257 caméras, de son propre aveu, hein, dans son immeuble. Quand je suis arrivé là, j'avais cette information, je lui ai dit, je l'ai confronté, je lui ai dit, je ne peux pas habiter dans un endroit, puisque moi je suis censé recevoir des personnalités, je ne veux pas des histoires où il y a des vidéos. Il m'a dit non, je te jure, il n'y a pas ça dans les trucs, mais moi on m'avait soufflé l'affaire. Mais là, il sort du bois lui-même, il écrit un article dans son propre site, et il s'est capturé, donc même s'il efface aujourd'hui, et c'est pas grave, c'est déjà consigné, dans son propre site, la CEMAC-info.com, dans lequel il dit à suivre des vidéos intimes des gens. Il ne sait pas. Malheureusement, c'est un semi-lettré, hein. Il faut le comprendre. C'est quelqu'un qui ne comprend que dalle. Il n'a pas été aidé par ses amis qui travaillent dans l'appareil judiciaire et compagnie. Ils ne lui ont pas donné quelques cours de droit pour savoir ce que c'est que la notion de propriété privée, de vie privée.
et de données privées. Donc, il a écrit sur son site, ouais, des vidéos intimes. Donc, il a 257 caméras installées, y compris dans les appartements intimes, les peu privés. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, tout ça est relié à son portable. Et donc, monsieur, il est là, il clique appartement 1. Bon, je vais me rincer les yeux, je vais voir ce qu'il fait lui, parce qu'il a un autre problème, Émile Parfessim, que les gens doivent connaître. Bon, ça me gêne de dire ça, ça reste un petit frère, donc le but du jeu, c'est pas de casser. Moi, franchement, je vous le redis, si au moment où on a revendiqué qu'il règle ses engagements vis-à-vis de nous, ça avait été fait, si ses amis même, au lieu d'amener dans un bras de fer inutile, lui avaient dit non, ce monsieur-là, nous le connaissons dans cette République, c'est pas un homme à problème, il n'y a rien de sale sur lui, paye-le, entendez-vous, et tout, on laisse ça. S'ils n'étaient pas venus en mode, oui, on est tout fort, on a la présidence de la République, le secrétaire général, donc on va faire de lui une seule bouchée. Si ça n'avait pas été ça, franchement, il n'y aurait pas eu de problème. Parce qu'en général, je ne parle pas. Je vois des choses qui peuvent être désagréables, mais je considère, parce que j'ai une certaine stature que je me donne depuis au moins 30 ans de vie publique aujourd'hui, donc je ne dis pas ce que j'ai vécu en off. Mais là, en l'occurrence, il faut faire une exception. Parce que, en plus de cette tentative d'assassinat, quand ça n'a pas marché, ils ont organisé ce qu'on appelle un assassinat social. Ça veut dire, on va te tricoter une image. Vous avez vu ces jours-ci dans la presse au Cameroun, Morgan Palmer recherché, Morgan Palmer ci, Morgan Palmer ça. Les gens me découvrant sous une casquette, une étiquette qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir, de connaître. Ben, c'est eux, ces gens-là. Parce qu'ils sont toujours dans l'argent de la politique. Eux, ils me voient comme un homme politique, pendant que moi, j'étais un homme d'affaires qui était faire ses affaires au Cameroun et qui, que ça marchait ou ça ne marchait pas, qui pouvait rentrer tranquillement, sans qu'on ouvre un feuilleton politique. Donc aujourd'hui, je réponds en tant que politique, donc, puisqu'ils m'ont amené dans le terrain politique. Donc, l'histoire de 257 caméras n'a jamais prospéré. Dénoncé, redénoncé par plusieurs médias, pas une seule autorité n'a pris la parole pour dire mais c'est quoi cette histoire d'un type qui filme l'intimité des autres? Est-ce qu'il ne faut pas ouvrir une information judiciaire? Rien. Il est fort, son réseau, hein. Il est fort. Je me suis rendu compte que c'était aussi un lieu où se retrouvaient les frères de lumière, ceux qui travaillent de midi à minuit. Voilà, dans cet espace-là. Allez, qui lui a demandé de mettre ces images? Avec qui partageait-il ces images? Est-ce que ces images ont servi ou servent à tenir les gens au chantage? Je n'en sais rien. Mais on est toujours dans le cadre du complot qui vise la prise de pouvoir par des moyens qui ne me semblent pas très catholiques. Parce que si on va installer des gens, Émile Parfessim, qui est très lié à une magistrate à Yaoundé qui s'appelle Claudine Iloga, a d'ailleurs dit à des gens qu'il voulait tout faire pour inviter cette femme-là dans l'appartement et essayer d'obtenir des vidéos intimes d'elle dans l'appartement pour pouvoir la tenir par le chantage parce qu'elle embêtait toutes les fois qu'il avait besoin d'un service, il fallait qu'il envoie de l'argent. Il a dit, Émile Parfessim. Je n'ai jamais rencontré Madame Iloga, mais je connais son nom. Claudine Iloga, elle est magistrate à Yaoundé et tout. Elle a d'ailleurs aidé Sim à fouiller de manière frauduleuse dans le fichier de la police pour retrouver les informations de M. Banga Kak, un autre journaliste qui avait des problèmes avec lui. Et donc c'est cette dame-là qui est rentrée de manière frauduleuse. Cette dernière information que je viens de vous donner, je ne sais pas si vous la prouvez. Vous avez entendu sur les réseaux sociaux une fuite d'un voice de Simba dans lequel il dit comment il tient la police, il tient la gendarmerie, les magistrats. Il suffit qu'ils disent Kacham et puis tout le monde se met au pas. Ce voice-là, c'est à moi qu'il a envoyé. C'est à moi qu'il a envoyé. Et pourquoi je l'ai sorti? Comme la série de voice qui vont sortir après. Parce que je me suis retrouvé dans une histoire où un tribunal public où on avait un Sim qui ment de son côté. Oui, je lui ai donné 200 millions pour faire la télé, alors qu'il ne m'a jamais rien donné. Oui, je lui ai payé un salaire de 2 millions. Donc, je me suis retrouvé à avoir ma parole contre celle de Sim. Qu'est-ce qui pouvait nous départager? Qu'est-ce qu'il y avait de mieux que ses propres écrits, que ses propres déclarations par des voices? Heureusement, c'est là qu'on sait qu'il y a quand même une force supérieure là-haut, et je rends hommage à ce grand architecte.
de me dire que il a anticipé tout ça, même la malhonnêteté du type après, parce que toutes les fois qu'il m'envoyait des voices, je les gardais, toutes les fois qu'il m'écrivait, je les gardais. Si je n'avais pas eu tout ça, je serais aujourd'hui, ce serait sa parole contre la mienne. Il l'a dit au gradé de l'armée, j'étais assis dans son bureau, il ne savait pas. Oui, je lui payais 2 millions de salaire mensuel. Mais monsieur Sim me paye 2 millions de salaire mensuel et il n'arrive pas à payer les salaires des employés. Vous rendez compte? Donc ça a été salissure, montrer que je suis quelqu'un de pas recommandable. Et ça continue et ça continue. Sauf qu'il y a deux étapes. Je suis parti du Cameroun en août et puis les anciens m'ont appelé et m'ont dit, ce problème, ce n'est plus ton problème, nous on va s'en charger, donc on ne veut pas que tu parles. Et depuis qu'il y a eu cette chose, je suis rentré en France, je n'ai jamais fait une déclaration. Je dis bien jamais. Sur aucun support que ce soit, je me suis allé dire à quelqu'un, jamais fait de déclaration. Et puis, depuis quelques jours, c'est des articles de presse, hein, la presse achetée. Il y a un journal, le quotidien d'ailleurs, qui a du mal aujourd'hui à publier mon droit de réponse parce qu'ils ont été payés pour me mettre à la une où ils me salissent. Bien entendu, quand c'est comme ça, on ne cherche pas à recouper l'information, on n'appelle pas le monsieur. Pourquoi? Parce que si on l'appelle, il va donner une version contraire. Ce monsieur Brice Biaba, que je connais, et tout, a joué à ce jeu. Mais vous savez, moi, ce n'est pas le menu fretin qui m'intéresse. Ce n'est pas le menu fretin parce que j'ai conscience des difficultés que nous avons dans notre pays. J'ai conscience qu'il y a beaucoup de problèmes d'estomac. Ce n'est pas évident, c'est dur de vivre. Donc je comprends à la limite qu'un homme qui a des enfants qu'on a sortis d'école parce qu'il n'a pas payé d'écolage, quand on vient lui proposer 200 000 pour me mettre à la une un Morgan Palmer, qu'il ne réfléchisse pas. Ça, je le comprends aisément. Donc, ce n'est pas à ces gens que j'en veux. J'en veux à ceux qui ont, fait main basse sur la fortune publique camerounaise, et puis fait main basse sur les leviers de nos institutions et s'en servent à des fins mafieuses. Ces gens-là, il va falloir, à un moment, qu'ils soient mis tous hors d'état de nuire. J'ai juste une bonne nouvelle pour vous qui nous regardez ce soir. Je le sais, il fera beau bientôt au Cameroun. C'est tout ce que je peux dire à ce niveau. Maintenant, beaucoup vont s'étonner de se dire, mais ce monsieur qui parle comme ça, quelle légitimité a-t-il pour parler avec tant d'aisance? Vous savez, j'ai vu Ferdinand Ngongo commencer sa carrière. On était aux enclavures des années 97. Il était l'homme de course de monsieur Beninga Eboutou, directeur du cabinet civil à l'époque. Alors, comment je sais tout ça? Je fais partie d'une génération qui a créé un mouvement qu'il appelait la Presby. 1996, nous la sortons des fonds baptismaux, on réussit à faire quelque chose d'extraordinaire. Presque 1 million de jeunes Camerounais sont adhérents dans l'ensemble du territoire camerounais. On n'était pas des laudateurs du président Biya, on était des admirateurs de son libéralisme communautaire. Très beau programme de société qu'on pensait qu'il envisageait de mettre en pratique. Si nous avions été des laudateurs, on n'aurait pas créé un mouvement à part, on serait rentré dans l'OJRDPC comme tous les autres. Mais nous, on a pensé que voilà, on pouvait être les profils d'intellectuels qu'on était, on pouvait mettre en place, aider le président à mettre en place son projet, le libéralisme communautaire, qui est très très bien intéressant. Je conseille d'ailleurs aux gens de jeter un coup d'œil pour voir le hiatus, le fossé qu'il y a entre la vision qu'il avait tracée et ce que le Cameroun est devenu par la suite. Donc, quand on crée cette Presby, on a à peu près 1 million de jeunes dans l'ensemble du territoire. Je n'avais même pas 20 ans à l'époque. Et il y a un type qui a cru en moi qui s'appelait Thiam Thiam Philémon. Je ne sais pas où il est aujourd'hui. Dernière nouvelle, il est au Canada. Thiam Thiam Philémon était notre président. Le président Biya l'a nommé comme membre suppléant au comité central du RDPC. Donc, depuis 1996, et moi, j'étais le plus jeune de ce bureau, jeune, mais nommé au bureau national comme directeur de la communication et du marketing ensuite. Donc j'ai vu beaucoup de carrières se construire sous mes yeux. Donc Ferdinand Ngongo, je l'ai vu à l'époque au palais. Bon, ce n'étaient pas eux les interlocuteurs, je vous dis, ils commençaient.
Nous, on était déjà à un niveau où on discutait avec le ministre directeur du cabinet civil, M. Belinga Eboutou, à l'époque. Donc, ce n'est pas avec ces chargés de mission que nous parlions. Mais j'ai quand même le souvenir, je le revois encore avec des vestes un peu trop grandes pour lui à l'époque. Donc, ces gens-là, nous les avons vus se construire. Je connais aujourd'hui, si dans la République du Cameroun, puisque ça n'a pas beaucoup changé, c'est toujours les mêmes. S'il y a 100 personnes, je peux vous dire, j'en connais au moins 90 qui sont là. Paul Latanganji, qui à l'époque était l'un de nos plus gros donateurs, quelqu'un de très généreux, de pragmatique, qui allait toutes les fois qu'on allait le voir parce qu'on avait des opérations de campagne à monter et tout, il réagissait spontanément. Donc moi, la première fois que je vois Ngongo Ferdinand, c'est au palais de l'unité. Et c'était à la faveur de quoi? C'est une anecdote, hein, j'ouvre ce petit chapitre. En 1997, il y a élection présidentielle au Cameroun. Nous, en tant que presby, nous soumettons au président notre projet de campagne avec une demande de financement de 32 millions à l'époque, 32 millions accordés. Et M. Belinga Eboutou, qui ne nous appréciait pas beaucoup parce qu'on avait une relation directe avec le vieux, eh bien, quand il reçoit l'instruction de nous recevoir pour mettre à disposition ces fonds, il décide de s'asseoir dessus. Et donc, on est assis dans notre appartement qui nous servait de QG à l'époque, à Yaoundé, à Messa, et on se morfond, le temps ne fait que passer, la campagne passe, non, on n'est pas là, on ne peut pas agir, on n'a pas les moyens. Et puis un jour, je leur ai dit, ben, écoutez, moi, je vais appeler Belinga. Et puis, on était en gros, puis ils ont dit, ah, mais tu es fou, Belinga va te tuer, tu sais. Je leur ai dit, moi, je ne peux pas vivre couché, je préfère le repos éternel à vivre au coucher. Donc, peu importe qui est Belinga, moi je vais l'appeler. Et il faut qu'il nous dise qu'est-ce qu'il en est de notre projet. Et donc voilà comment j'appelle Belinga. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Je l'avais appelé à la cabine téléphonique. Et puis je lui dis, oui, monsieur le ministre, je suis monsieur Palmer. Pour la petite histoire, nous étions connus par tous les gens qui décidaient au Cameroun, puisqu'on était affiliés directement au président de la République. Nous avions organisé une marche à l'époque, on arrive au palais de l'Unité, le président est sorti avec Madame Billard, les petits juniors et machin, ils sont sortis. Il n'y a jamais vu dans l'histoire du Cameroun. Ils nous ont accueillis, les portes du palais ont été ouvertes, on a pu se restaurer tous autant qu'on était. Donc nous étions pour vous montrer le niveau de proximité qu'il y avait avec ces gens. Donc tous ces gens que vous voyez là aujourd'hui, qui roulent carrosse, la plupart, on les a vus se construire. Ce qui nous a mis, nous, hors de cette marche, c'est qu'à un moment donné, on est tombé, on s'est rendu compte qu'on se faisait beaucoup d'illusions. Un type comme moi j'ai toujours pensé qu'il fallait être brillant, il fallait travailler pour être excellent et que ça suffisait pour prendre l'ascenseur social. Mais très rapidement, j'ai compris que non, il y avait d'autres critères dans le cadre de notre pays, le Cameroun, et critères auxquels il est hors de question qu'un type comme moi, que je me plie. Hein, vous savez, je comprends que chez nous aujourd'hui, tout le monde travaille de midi à minuit, mais nous, on l'est de nature, dans le sang. On est né avec ça, donc je n'entends pas rejoindre certains mouvements de réflexion où il n'y a pas de réflexion. Hein, la preuve, vous voyez l'état de notre pays aujourd'hui. Donc voilà, quand on a vu que ce n'était pas que sur des critères objectifs qu'on pouvait construire une carrière, moi j'ai pris du recul. Je suis sorti de ça, je me suis concentré au journalisme. Et même quand là-bas, je me suis heurté à toutes les difficultés qui vont revenir avec Global TV, parce que ce qui s'est passé là, c'est un remake des choses qui existaient déjà. Ah d'accord, il dit quoi? Ils veulent pas se mettre à plat ventre, ben on va les mater. Donc on va les mater, c'est nous qui gérons les budgets de X ou Y, ils n'auront pas de budget, on va les affamer jusqu'à ce qu'ils craquent. Donc moi j'ai dit, je ne craquerai pas, et j'ai quitté le Cameroun. Donc il faut bien comprendre c'est quoi le parcours des gens pour savoir quelles peuvent être leurs réactions. Donc beaucoup de gens que vous voyez dans le Sérail aujourd'hui, je les ai vus se construire. L'actuel Premier ministre, il nous recevait à l'époque, il était à l'ENAM. Donc on a vu toutes ces carrières se construire. Le directeur de cabinet civil, la présence aujourd'hui, il était quoi? Il était en 1997, il venait d'avoir son premier poste véritable. On l'avait nommé directeur de la coopération et je crois des Nations Unies. Mais tous ces gens, je vous le dis, il n'était pas à notre niveau d'introduction qu'on avait dans la République à l'époque.
son adjoint actuel, M. Babouké, Oswald. J'ai connu aussi à cette époque-là, puisqu'il était l'un de nos membres de la Presby. Je fais partie de l'équipe qui est allée l'installer, qui représentait notre antenne en Guayaquil. Et tout. Pendant que moi, j'étais au bureau national. Donc, tous ces gens, il y a beaucoup qui sont méritants. C'est le cas de cet Oswald, Babouké et tout, travailleur, quelqu'un d'assez sérieux, et tout. Tous ces gens-là, on les connaît. Mais on les connaît à tu à toi. C'est-à-dire que la plupart d'eux sont des gens, si nous étions dans un schéma où les choses se passent naturellement, où les choses se passent comme ailleurs, je pense que dans les strates, on aurait une autre définition quand même des rôles. Bon, mais maintenant, chacun fait ses choix. Je respecte la vie, le parcours des uns et des autres. Ce n'est pas parce que j'ai vu quelqu'un au bas de l'échelle que je me refuse de ce qu'il est devenu par la suite. Non, respect total et tout. Mais il ne faut pas pousser le bouchon à un certain niveau. Moi, aucun garde de ce système ne m'a aidé à devenir ce que je suis devenu. Je me suis devenu sur la base de mon travail, de mes efforts personnels, de ma détermination, de mon abnégation. Donc, qu'un Ferdinand Ngongo, qui nous savons comment ça s'est passé, ouais, parce que je l'ai dit, 97, c'est son entrée en scène. Et je me rappelle, c'est l'année où la vieille, donc Madame Biya, a eu la tête de Belinga Eboutou, qui embêtait déjà un tout petit peu. Donc on l'a fait partir aux Nations Unies. Et il avait donné, en partant aux Nations Unies, cette condition. Lui, il n'est plus à l'âge d'aller être ambassadeur, se taper ce boulot. Allez, il va partir avec le petit Ferdinand qui va travailler. Donc, pour vous dire que ces gens-là, nous les connaissons. On sait qui est qui dans la République du Cameroun. Pour revenir à l'appareil militaire, sécurocrate, bon, je comprends que peut-être aujourd'hui on soit dans une impasse et que la République ne soit plus ce qu'elle était. Parce que je crois que quand le Cameroun était Cameroun, il y a certaines nominations qui ne se feraient pas. Quand je vois par exemple aujourd'hui que le numéro 2 des services secrets camerounais, qui ont un problème d'image, parce qu'ils sont mêlés à une histoire de crime crapuleux d'un citoyen camerounais, ce n'est pas ce qu'on attend d'eux. Et justement, parlant de ce crime crapuleux, le 22 janvier, quand on découvre la dépouille le 22 janvier 2023, ou 21 janvier, je ne me rappelle plus très bien, on découvre la dépouille de Martinez Zogo. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je dis, ce n'est pas normal, on ne peut pas se taire. Tout le monde est muselé. Ah non, on va me tuer, moi je veux voir mes enfants grandir. Je dis non, moi, ce n'est pas ces gens qui vont me mettre au pas. Impossible. Donc, on doit dénoncer ça parce que une injustice, où qu'elle se produise, est une menace pour la justice partout ailleurs. Donc, on ne va pas se taire et laisser ces gens créer de l'ensauvagement dans notre pays. Donc, je fais une déclaration télévisuelle dans laquelle je condamne fermement cet assassinat. Et quelle n'est pas ma surprise de recevoir un coup de fil d'Émile Parfait Sim en soirée. Et on échange, et puis au moment donné, on est coupé. Il m'envoie un voice que j'ai. Je peux vous le faire écouter. Dans le voice, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, oh, il n'a aucune compassion pour Martinez Zogo. D'ailleurs, sa mort vient du palais. On est le 22 janvier. Le 22 janvier, Émile Parfait Sim savait que la mort de Martinez Zogo vient du palais de la République. Donc je le dis ici à Mondovision pour que si l'enquête, l'instruction qu'il y a autour de cette mort est sérieuse, ce dont je commence à douter, vu la longueur, et je sais qu'il y a beaucoup d'éléments aujourd'hui qui permettent d'établir des responsabilités, oui, parce qu'il faut pouvoir dire aux Camerounais qui a eu le pouvoir de donner des instructions au patron de deux organes de téléphonie, leur dire couper tel numéro de téléphone, c'est pas quand même sorcier de savoir ça. Ça coûte quoi? Ça coûte d'arrêter ces deux patrons et puis de leur dire, bon, maintenant, qui vous a donné l'instruction? Et puis, si on sait qui leur a donné l'instruction, on sait qui a tué Martinez. Bon, mais c'est une autre affaire. L'affaire en instruction au tribunal militaire, je ne veux pas rentrer dedans. Mais je veux quand même attirer l'attention que le 22 janvier, j'ai un message de Simb en voice où il me dit que Martinez, il n'a aucune compassion pour lui. Il n'avait qu'à ne pas parler de la ligne 94 et que d'ailleurs, c'est indépendant de lui, son corps, c'est un corps qu'on doit fouetter parce qu'il a vu des choses qu'on ne doit pas voir et de toute façon, sa mort vient du palais le 22 janvier. C'est le même Simb qui avait déjà conclu l'origine de la mort de Martinez le 22 janvier, qui a essayé de me faire assassiner. Et donc, quand vous faites, et qui a aussi
a pris la tête d'un influenceur dont je ne citerai pas le nom aujourd'hui parce que je considère que ce n'est pas des gens sérieux. Ce n'est pas des gens sérieux, c'est des gens qui prennent de l'argent à gauche pour salir d'autres personnes à droite. Et ce n'est pas avec ça que notre pays ira de l'avant. Nous avons besoin aujourd'hui d'avoir un autre type de citoyen qui construit son rapport à la citoyenneté sur l'éthique, sur certaines valeurs. Mais donc j'ai vu Sim mettre la tête de cet influenceur à prix. Donc Sim, le 22 janvier, savait que Martinez avait été tué par le palais. Il sait qui il dit, c'est que sa mort vient du palais. Et le même Sim a essayé, moi, de me faire assassiner le 8 août 2023 en complicité avec M. Ferdinand Ngongo. Et les gens dont je vous ai cités, qui pour moi sont des petites mains, ce n'est pas le plus important. C'est vrai qu'ils ont la responsabilité qui est engagée. On n'est pas colonel de l'armée du Cameroun pour faire des basses besognes, notamment assassiner des concitoyens. C'est pas ça le rôle de l'armée, c'est pas ça qu'on attend d'une armée républicaine. Et tous ces gens dont je vous parle vont rendre gorge. Ils ont le temps de s'amender très rapidement parce que je vous le dis, il fera beau. Les choses ne resteront pas comme telles qu'elles sont. Aujourd'hui, nous avons un homme d'un certain âge. Malheureusement, moi je suis très inconfortable quand il faut parler du président Biya. Je vous ai dit quelle est la relation qui nous liait. Aujourd'hui, je désapprouve, mais de manière complète. Si j'avais continué à approuver la manière dont la politique était faite au Cameroun, je ne serais jamais allé sur les chemins de l'exil. Je désapprouve, mais sur un plan purement traditionnel, il reste un patriarche bantou. Je ne peux pas traverser son sang. Donc, je considère qu'il est aujourd'hui l'otage de ses propres fabrications. Vous savez, un jour, le président Biya, il a dit « Je suis le meilleur élève ». On était sous la France de Mitterrand. Les gens, c'est passé rapidement dans la tête des gens, ils n'ont pas compris ce que ça voulait dire. On sortait d'une gouvernance avec un président, Amadou Ahidjo, qui avait montré beaucoup de signes de patriotisme, un type qui était pour le mérite, qui était pour certaines valeurs, et qui n'a pas arrangé les intérêts de l'oligarchie. À un moment donné, on l'a dégagé, et puis on a mis un autre, avec un autre agenda. Je crois que cet agenda, c'était, bon, allez, cette société du mérite, des talents, allez, vous allez mettre en haut là, parce que ce n'est pas ça nos intérêts à nous. Et donc, quand il dit, et ça a été très bien fait, vous n'avez qu'à voir l'émergence de toutes les figures publiques aujourd'hui. Très peu sont des gens, des hommes de valeur. Très peu. Nous le savons. Comment ils répondent à la contradiction? Ben, on va les tuer. Voilà, c'est tout ce qu'ils ont comme argument. Ils ne peuvent pas faire un débat argumentif, idée contre idée, projet contre projet. On va le tuer. Pensez que là où je vous parle, je ne connais pas les méthodes, je connais très bien leurs méthodes. Je connais très bien leurs méthodes, mais ce que je veux dire ici en direct, c'est que je ne souhaite pas qu'ils envoient les enfants des autres venir se faire tuer. Je préfère qu'ils viennent eux-mêmes ou qu'ils envoient leurs parents pour venir mener leur mission d'escadron de la mort. Donc on sait ce qui se passe dans notre pays, mais intimement, plus que même certaines personnes qui sont en charge de certains dossiers là-bas. Donc, ce que je veux dire aujourd'hui, et je ne sais pas combien de temps on a là déjà, combien de temps on a mis. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que la responsabilité qui est la nôtre, c'est déjà de dire non quand les choses ne sont pas bien. Arrêtez avec le cancer de la peur, qui fait que tout un pays comme le Cameroun, les gens peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Hein? Un a ouvert la gueule, bon non, on l'arrête, on va l'embastiller, on lui colle des faux motifs. Vous devez savoir comment ça fonctionne. Aujourd'hui, la justice du Cameroun est au service des faux motifs. C'est-à-dire que on vous met un avis de recherche, il n'y a jamais une plainte contre vous, il n'y a jamais une convocation, mais on vous met un avis signé par un lieutenant-colonel du secrétariat d'État à la Défense. Vous vous rendez un peu compte de ça? À l'époque, quand on était gamin, à l'époque des Amadou Ali et compagnie, quand vous étiez convoqué au CED, mais vous saviez que vous avez une affaire sérieuse. Mais aujourd'hui, c'est devenu un truc d'analphabète, de semi-lettrés, qui, vous ne savez même pas comment ils ont fait, ils sont colonels, ils sont lieutenants-colonels, et c'est ces gens-là qui ont décidé de faire d'un corps aussi précieux que celui-là un endroit où on retrouve le ramassis de ramollis de bulbes, des gens qui n'ont aucun background, et puis qui recrutent dans quoi? Des petits élèves gendarmes sortis d'école à qui on donne 500 000, 1 million de francs
pour exécuter des citoyens parce qu'ils ne sont pas d'accord, parce qu'ils ont tenu un discours qui est contraire. Moi, je vous le dis aujourd'hui. Et je vous parle vraiment en vous regardant droit dans les yeux. Parce que je sais que vous qui êtes assumé de regarder, vous n'êtes même pas un dixième de ceux qui regardent réellement cette vidéo. Je vous le dis aujourd'hui. Il n'y aura pas de suite dans la continuité de ce qui se fait aujourd'hui. Donc oubliez tous ces gens qui sont là et qui pensent qu'ils ont amassé des trésors de guerre, qu'ils ont amassé des trésors, des fortunes publiques, de foncier. On vous dit qu'un mec a 200 hectares de terre dans un village. L'argent vient d'où? Comment il a fait pour acquérir tout ça? Il peut justifier. Et donc, on revient à l'histoire de Sim et de sa crypto-monnaie. Tout cet argent qui était stocké dans les maisons, qu'on avait du mal à faire entrer dans les banques, parce qu'il fallait le justifier, et bien la crypto-monnaie de Sim, elle a aidé à faire quoi? Ben, elle a aidé ces gens à faire entrer, à blanchir beaucoup d'argent. Parce que certains d'entre eux venaient faire ce qu'on appelle des fausses mises, fausses spéculations. Ah non, j'ai mis 1 million, puis oh, j'ai gagné 100 millions. Mais c'est leur propre argent qu'on fait rentrer du coup dans le système bancaire avec le cachet de ouais, c'est de l'argent gagné par la crypto-monnaie. Voilà ce qui s'est passé dans notre pays et voilà ce qui se passe dans notre pays. D'où les protections dont Simba bénéficie aujourd'hui au point où il parade. Et d'ailleurs, j'en profite pour toutes les victimes de l'IEP Limal qui me regardent ou qui vont voir cette vidéo, qu'ils sachent qu'aujourd'hui, Émile Parfait Simba est allé tromper les Russes qui lui ont accordé un hébergement chez eux, mais sans savoir qui est ce monsieur, sans savoir que c'est quelqu'un de recherché. Je parlais d'un mot de cette Russie qui a des relations historiques avec l'Afrique, des relations qui se sont construites autour du soutien. Dans les années d'indépendance, les guerres d'indépendance, on a vu le rôle qui a été le leur, ont toujours été aux côtés des pays africains. Aujourd'hui, on voit le retour en Afrique, et tout pour aider au règlement des problèmes de djihadisme, le terrorisme et compagnie. C'est une action qui est salutaire. Je ne pense pas que les autorités russes sont au courant qu'ils hébergent chez eux quelqu'un qui a endeuillé 300 000 familles. 5 000 milliards au bas mot, on parle. Moi, je vous dis, j'ai vu de mes yeux les immobilisations au Ghana. J'ai vu de mes yeux des immobilisations au Cameroun. Plus de 200 hectares de terre à Kribi. Kribi, 200 hectares de terre à Kribi. Je sais qu'il n'est pas seul, le petit Parfait Sim. Il y a avec lui tout un conglomérat de gens dont il est simplement le prête-nom. Je le sais, d'où les protections. Voyez bien, essayez de parler de l'affaire d'Yebna, vous verrez aucun, ce n'est relayé quasiment par aucun influenceur, parce que tous sont achetés. Ils touchent l'argent à gauche pour salir, et puis n'essayez pas de leur envoyer certaines informations stratégiques, ils les rebalancent tout de suite aux personnes, ils obtiennent un petit cachet en retour. Bon, c'est pas eux mon sujet. Franchement, je suis le dernier qui va jeter la pierre sur un jeune Camerounais. Parce que je connais le contexte de notre pays aujourd'hui. Ce n'est pas du tout évident. C'est difficile de s'en sortir parce qu'il y a une spoliation, une confiscation de la richesse publique entre les mains de quelques-uns et ça rend la vie tout simplement impossible. Donc, quiconque a une possibilité de faire bouillir la marmite le fait. Je ne ferai jamais ce procès à un jeune Camerounais. Je les comprends, je suis indulgent. Voyez, j'ai même pardonné à ceux qui ont publié ces faux articles sur commande. Je comprends que, voilà, c'est le temps qui veut ça, même si on est en train d'aller vers la fin de ce temps. Mais on ne va pas vers la fin de ce temps. Pour qu'il y ait une continuité, pour qu'on en revienne, il n'y aura pas de continuité. Il n'y aura pas de continuité. Et déjà, moi, le Cameroun d'après, je ne le vois pas sur les sentiers de la démocratie. Parce que nous avons vu ce que nous a donné le parcours démocratique de 1982. En 2023, aujourd'hui, nous avons vu le bilan de la démocratie, on peut le faire. C'est l'émergence de faux leaders politiques fabriqués par le système, c'est l'émergence de faux leaders médiatiques, fabrication du système, qui jouent un petit... Nous savons ce qui se passe dans notre pays. Mais très bien alors, hein, très bien ce qui se passe dans notre pays. Donc, personnellement, ce Cameroun-là, il ne me fait pas bander. Et ce que j'ai envie de dire ce soir, c'est l'heure est venue pour qu'il fasse beau au Cameroun, et il fera beau.
au Cameroun. Bon, j'ai dit, j'ai promis que tout le réseau de SIM va être dénoncé. C'était la première ce soir. Il y aura d'autres révélations à venir. Ouais, parce qu'il faut appeler un chat un chat. Il est hors de question qu'on est dans la magistrature. Je me rappelle maintenant, le ministre de la Justice, Laurent Esso, devant la représentation nationale, il avait été interpellé par un député, je crois, du SDF, Nietzsche, au sujet d'Émile Parfessim et de cette arnaque. Il a donné cette réponse qui était « il n'a pas encore été saisi d'une plainte ». De sources très sûres, je sais qu'il a eu vent de ma plainte à moi et de celle de grandes personnes sur l'abus de confiance, l'escroquerie et puis l'entrave au travail, à la liberté du travail, qu'ont subi plus de 40 journalistes à Douala. Sauf qu'on a un procureur, en l'occurrence Jean-Simplice Eboko du TPI de Douala, qui instruit ultra petita. C'est-à-dire que moi, je vais porter plainte contre SIM, je dis qu'il me doit 568 000 euros, avec un certain nombre d'éléments, et pendant que j'attends qu'on juge sur la question de 300 000, déjà qu'il y a une suite à ma plainte, non, on m'appelle plutôt à la PJ en me disant, le procureur a instruit qu'il faut que vous accordiez, que tu donnes à SIM la voiture, mais monsieur le procureur, je ne vous ai pas saisi sur une voiture. Si SIM estime que je lui dois une voiture, mais il me porte plainte. Et vous me convoquez, je viendrai m'expliquer sur la voiture. Mais d'où moi je porte plainte? Parce qu'un type me doit de l'argent et donc je veux que la plainte soit axée sur ce qu'il me doit. Et puis, vous qui n'êtes pas saisi d'une autre affaire, vous venez me demander d'avoir un arrangement avec SIM, que je lui remette la voiture en contrepartie, qui me remette mes choses. Il ne parle pas de la dette que SIM me doit. Donc vraiment, je veux que vous compreniez que la justice, quand elle devient source d'injustice, alors ça devient le pouvoir de l'hémoglobine. Voilà vers quoi nous sommes en train d'aller dans le pays. Et personne ne sera à l'abri de ce que je vous dis là. Personne ne sera. Bientôt, vous allez entendre au Cameroun, comme vous voyez dans les narcos-États, l'exécution de personnalités publiques dans la rue, parce que les gens commencent à en avoir marre. Oui, marre. D'accord? Les gens commencent à en avoir marre. On ne peut pas être dans un pays comme celui du Cameroun que certains estiment être en coupe réglée. Mais vous vous rendez compte? Aujourd'hui, on est en train de déployer des trésors, des séductions, d'arguments pour dire que notre terre, la terre camerounaise, est une terre où on peut amener, qui peut agréger des investisseurs. Et ils nous disent, mais vos services secrets exécutent les citoyens. Et puis, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, oui, il y a la réforme des services secrets. Et puis, qui est-ce qu'on a nommé? Bon, je ne connais pas M. Gogomo, le numéro 1 actuel des services secrets. Je ne pourrais pas faire de commentaires en ce qui le concerne. Je présume que c'est un Camerounais avec beaucoup de talent, une expertise. Donc, c'est de la preuve, il est, je crois, le premier civil qu'on nomme à la tête de ces services. Mais un monsieur comme colonel Mesmin et Lundu, je vous ai dit quels sont ces liens, tenus par une petite frappe. Parce que si c'était même un grand bandit, si c'était, je ne sais pas moi, à l'époque, il y avait Donatien, Coignet, bref, des mecs qui savent, mais tenus par un semi-lettré. Je l'ai eu, j'ai échangé avec lui en lui disant, en pensant que bon, il est de bonne foi et l'autre l'a trompé, mais non, il est plein de morts, dans un soutien hein, qui ne cache pas. Je viens me poser la question, mais vous êtes même, vous, numéro 2 des services secrets, Camerounais, vous êtes en contact avec un type qui a spolié 300 000 personnes au Cameroun. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Ben non, tout va bien parce que ces gens n'ont pas intérêt à ce qu'on prenne SIM. Bon, moi je lance un appel ici ce soir à toutes les victimes de l'IEP-Limal qui souhaitent se faire entendre que la Russie ne peut pas être l'endroit qui héberge des gens, des criminels qui ont spolié et endeuillé de nombreuses familles en Afrique. Donc vous pouvez me contacter inbox, pour ceux qui le souhaitent, vous contactez inbox, et puis je vous donnerai la démarche à suivre pour qu'au plus haut niveau
la Russie qui soit au courant de la présence sur leur sol de quelqu'un qui a toute sa place en Afrique pour répondre de ces faits devant la justice. Voilà. Donc, sur cette page, vous pouvez me laisser des messages inbox et on va organiser l'action. Sachant qu'on vit aujourd'hui, mais dans un univers de faux. Vous prenez même un avocat, vous n'êtes pas sûr que le mec, il ne deal pas par derrière avec la partie adverse et tout. Vous ne savez même pas ce qui se passe en réalité. Donc, ces pauvres victimes, je ne sais même pas. Ça a prospéré, ce qu'ils essaient de faire, qu'est-ce qui est fait et tout. Tout est sujet d'argent. Vous contactez un journaliste pour lui dire il y a tel truc, il prend votre confession et il l'amène à la partie adverse disant bon voilà ce qu'il veut qu'on fasse et tout et tout. Donc voilà, moi je te contacte pour qu'on éteigne l'affaire et puis il touche de l'argent. Vous vous rendez compte dans quoi on est dans ce pays? Non. Donc pour aujourd'hui, je pense que nous pouvons nous arrêter là. Bon, je redis, même pour ceux qui veulent des preuves matérielles de ce que je vous dis, je peux mettre à leur disposition ces preuves inbox. Donc, vous me contactez inbox et puis je vous mettrai à disposition les preuves, les audios, pas les écoutes. Moi, je n'enregistre jamais les gens. C'est un principe que j'ai parce qu'on ne peut pas arriver au niveau où j'ai été dans ma vie professionnelle à tu à toi avec des gens qui dirigent ce monde et être dans les réflexes des gens du quartier qui enregistrent. Moi, je n'enregistre pas les gens. Tout ce que j'ai comme éléments audio sont des voices qui m'ont été faits par M. Simb et que je sors aujourd'hui étant très à l'aise parce que ce type s'est permis de se laisser instrumentaliser et de mentir de manière éhontée sur moi en prétendant des choses qui sont démenties par ses propres voices. Donc je suis très à l'aise et ses propres voices et ses propres écrits, je suis très à l'aise de les mettre sur la place publique pour que la campagne qu'ils ont mis en place, qui vise à me salir, et bien que cette campagne ne prospère pas. Voilà, je vous remercie mes chers frères et sœurs camerounaises qui avaient pris le temps de m'écouter. Je sais que vous avez beaucoup de choses à faire, il est 7h30, il faut peut-être vaquer à vos occupations. Je vous recontacterai ultérieurement pour d'autres communications. Tout autant qu'austrien. Parce qu'il faut tout ce réseau doit être connu des Camerounais. Et les procureurs qui travaillent pour SIM en offre, hein, vous allez porter plainte à SIM et puis c'est avec SIM qu'on décide de la suite qu'on donne. Alors il a envoyé ça. On fait quoi? Bon, on fait prospérer, mais après on va le faire mariner et tout. On tourne. SIM a eu un procès avec des employés qu'il n'a pas payé pendant 9 mois. Il y a eu 3 audiences, il n'est venu à aucune des audiences. Il n'a pas envoyé d'avocat, rien, aucune des audiences. Mais il se vante, il le dit. Pour vous qui traitez avec Simb, il faut savoir que c'est quelqu'un qui n'a pas de niveau. Hein? Il n'a même pas la classe pour se dire, bon, il y a des choses qu'on se dit dans certains sectes, ça ne doit pas ressortir au quartier. Il se vante, il dit, bon oui, il m'a envoyé un droit de réponse, on m'a déjà envoyé ce droit de réponse là, avant même que ça ne paraisse. On a toutes ces informations qui nous reviennent. Nos jeunes frères de la presse, je n'ai pas envie d'en parler. Parce que pour moi, c'est des pauvres gens qui se battent comme ils peuvent et tout. Bon, on ne va pas leur en vouloir. Ils ne sont pas pires que les autres Camerounais. C'est l'ère du temps qui veut ça. Mais tous ceux qui ont une charge publique, et je le dis, ne comptez pas sur l'affaiblissement de notre patriarche. Ne comptez pas sur ça pour penser que vous allez faire. Non, le Cameroun d'après ne se fera pas avec vous. Je préfère vous le dire. Il ne se fera qu'avec ceux qui accepteront de s'amender pour construire un nouveau pacte républicain, mais il ne se fera pas avec toutes ces petites frappes de bas étage qui se retrouvent, comme par effraction, à gérer les affaires de l'État du Cameroun. Mais le Cameroun d'Amadou Ahidjo, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Bon, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Merci encore de m'avoir accordé votre temps et votre attention. Bonne soirée.